Il conduisait sa voiture importée à toute vitesse, concentré sur les réunions et les profits, jusqu'à ce qu'arrêté sur les rails, sur le point d'être écrasé, il soit sauvé par les cris insistants d'une enfant inconnue. Une petite fille, avec seulement un pain dans son sac, l'a sauvé par son courage silencieux. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Une nouvelle journée s'annonçait pour Édouard Mercier, héritier, de l'empire financier Mercier & Associés. Comme chaque matin, il s'éveillait dans le silence élégant de son penthouse parisien, au dernier étage d'un immeuble haussmannien face à la tour Eiffel. Les premiers rayons du soleil caressaient les murs blancs immaculés et ricochaient sur les objets d'art contemporain soigneusement sélectionnés par son décorateur. Une vue imprenable sur Paris s'offrait à lui à travers les grandes baies vitrées, mais il ne la remarquait même plus. Son téléphone vibrait déjà, inondé de notifications et de messages urgents qui réclamaient son attention immédiate. Édouard soupira. À 40 ans, il dirigeait l'une des plus grandes sociétés d'investissement de France, avalant des entreprises plus petites avec une précision chirurgicale et une indifférence calculée. Sa vie se résumait à des chiffres, des acquisitions, des fusions. Pendant qu'il enfilait son costume Lanvin sur mesure, repassé à la perfection par sa gouvernante Madame Pelletier, ses yeux parcouraient déjà les rapports financiers sur sa tablette. Des millions d'euros transitaient entre ses doigts virtuellement chaque jour. Le temps était une denrée précieuse, qu'il ne pouvait gaspiller en futilité comme le petit déjeuner ou la contemplation. « Monsieur, votre café est prêt », annonça discrètement Madame Pelletier depuis l'entrée de la chambre. « Merci, je... » « Le prendrai à emporter », répondit-il sans lever les yeux de son écran. Dans son garage souterrain privé, sa Bugatti Chiron l'attendait, rutilante sous les néons froids. Édouard aimait conduire lui-même, sentir la puissance du véhicule, répondre au moindre de ses gestes. C'était l'un des rares moments où il ressentait encore quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Il quitta son immeuble alors que l'aube commençait à peine à teinter le ciel parisien. Les rues n'étaient pas encore encombrées, ce qui lui permettait de filer à toute allure vers la Défense, le quartier des affaires où s'élevait le siège de son empire financier, une tour de verre et d'acier dominant l'horizon. Sur le trajet, son téléphone sonna. Le nom de Philippe Deschamps, président du conseil d'administration, s'afficha sur l'écran intégré au tableau de bord. Édouard grimaça, mais décrocha immédiatement. « Édouard, nous avons un problème. » La voix de Deschamps était tranchante, sans préambule. Les Américains se retirent de l'accord sur technologie avancée. Les Chinois proposent un partenariat, mais à des conditions désavantageuses. Le cœur d'Édouard s'accéléra légèrement. Cette acquisition était censée être sa grande victoire du trimestre, l'opération qui impressionnerait les actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale. « C'est inacceptable », répondit-il froidement. « J'ai personnellement garanti cette acquisition à nos investisseurs. Le Conseil attend des solutions, pas des excuses, » trancha Deschamps. La réunion est avancée à ce matin, 9 heures. La communication fut coupée avant qu'Édouard ne puisse répondre. Il serra les dents et appuya sur l'accélérateur, dépassant allègrement les limitations de vitesse. Son esprit calculait déjà différentes stratégies, évaluant quelles entreprises pourraient être sacrifiées pour compenser cette perte potentielle. Quels employés devraient être licenciés pour maintenir les marges bénéficiaires? Quelles promesses faites la semaine dernière devraient être rompues aujourd'hui? Perdu dans ses calculs froids, il ne remarqua pas qu'il avait pris un itinéraire inhabituel. Pour gagner quelques précieuses minutes, son GPS l'avait redirigé à travers Saint-Denis, une banlieue bien loin du luxe parisien auquel il était habitué. Les façades grises des immeubles HLM remplaçaient maintenant les bâtiments haussmanniens, élégants. Les vitrines des boutiques de luxe avaient cédé la place à des commerces modestes et des marchés improvisés. Ces détails n'effleuraient même pas sa conscience. Pour lui, ce n'était qu'un décor flou derrière les vitres teintées de sa voiture. Des vies insignifiantes, des existences qui ne comptaient pas dans les équations complexes de son monde financier. Pendant ce temps, dans une rue adjacente, de Saint-Denis, Amandine Thibault, 11 ans, marchait d'un pas léger vers la boulangerie du quartier. Ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval simple dansaient au rythme de ses pas. Elle portait des vêtements modestes mais propres, soigneusement raccommodés par sa mère, Sylvie,
qui travaillait comme femme de ménage dans plusieurs foyers parisiens. Dans sa petite main, Amandine serrait fermement quelques pièces de monnaie économisées sou par sou pendant des semaines. Ce matin était spécial. C'était l'anniversaire de son petit frère Lucas, et elle voulait lui offrir une surprise. Un pain au chocolat, son préféré. Un luxe rare dans leur foyer où chaque centime comptait. Le boulanger, Monsieur Laurent, sourit en voyant entrer la petite fille. Avec ses 60 ans passés et son visage marqué, par des décennies devant le four, il connaissait tous les habitants du quartier, leurs joies et leurs peines. « Bonjour Amandine, qu'est-ce qui t'amène si tôt ce matin ?»« Bonjour Monsieur Laurent, répondit-elle poliment. C'est l'anniversaire de Lucas aujourd'hui. Je voudrais lui acheter un pain au chocolat, s'il vous plaît. » Elle tendit ses pièces, les comptant soigneusement sur le comptoir. Monsieur Laurent regarda les quelques centimes et euros alignés, clairement insuffisants pour le prix affiché. Ses yeux se plissèrent avec bienveillance. « C'est ton frère, qui a de la chance d'avoir une sœur comme toi, » dit-il en prenant un pain au chocolat particulièrement doré et généreux. Il le glissa dans un sachet en papier et le tendit à Amandine. « Tiens, c'est un spécial anniversaire. Et ça tombe bien, ces pièces correspondent exactement au prix du jour. » Les yeux d'Amandine s'illuminèrent de gratitude. Elle savait que Monsieur Laurent lui faisait un cadeau, mais il préservait sa dignité en prétendant que son argent suffisait. C'était la façon dont fonctionnait leur quartier, avec une solidarité discrète mais constante. « Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Ça aide. Lucas va être tellement content. » Elle serra le sachet contre sa poitrine comme un trésor inestimable et sortit de la boulangerie d'un pas léger. Le ciel était gris ce matin-là, mais dans son cœur brillait le soleil de la générosité et de l'amour fraternel. Sur le chemin du retour, elle marchait en regardant les flaques d'eau qui reflétaient des nuages. Son esprit était occupé par des pensées simples mais essentielles. Elle imaginait la joie sur le visage de Lucas quand il découvrirait sa surprise. Elle pensait à sa mère qui devait déjà être partie travailler, au devoir qu'elle devrait terminer avant d'aller à l'école. C'est alors qu'un bruit inhabituel attira son attention. Un vrombissement puissant, métallique, qui faisait vibrer le sol sous ses pieds. Elle leva les yeux et vit, à quelques dizaines de mètres, une scène qui lui glaça le sang. Une voiture luxueuse, brillante comme un miroir noir, était immobilisée sur un passage à niveau. Dans le lointain, le son caractéristique d'un train qui approchait se faisait de plus en plus insistant. À l'intérieur du véhicule, Édouard continuait sa conversation téléphonique, parfaitement inconscient du danger. Absorbé par les chiffres et les stratégies, il n'avait pas remarqué qu'il s'était engagé sur la voie ferrée au moment où les barrières commençaient à s'abaisser. Son moteur, par un caprice mécanique inexplicable, venait de caler. Et maintenant, prisonnier de son habitacle luxueux, il ne percevait même pas les signaux d'alarme qui retentissaient, trop absorbé par les millions d'euros qui risquaient de s'évaporer dans une fusion avortée. Amandine n'hésita qu'une fraction de seconde. Serrant toujours son précieux sachet contre elle, elle se mit à courir vers la voiture. Son cœur battait à tout rompre, mais une certitude l'habitait. Elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Même si l'homme dans cette voiture de riche lui était totalement étranger, même s'il ne l'aurait probablement jamais remarqué dans d'autres circonstances. Amandine courait de toutes ses forces, sa respiration formant de petits nuages dans l'air frais du matin. Elle agitait frénétiquement les bras, criant à plein poumon. Mais l'homme dans la voiture ne semblait pas l'entendre. Les barrières étaient complètement abaissées maintenant, et le bruit du train qui approchait devenait assourdissant. « Monsieur, monsieur, le train arrive !» hurla-t-elle en tapant sur la vitre teintée de la Bugatti. À l'intérieur, Édouard leva enfin les yeux, agacé par cette perturbation. Il aperçut une petite silhouette gesticulant frénétiquement à côté de sa voiture. Son premier réflexe fut l'irritation. Qui osait interrompre une conversation aussi cruciale. Mais soudain, le son strident d'un klaxon de train déchira l'air et la réalité de sa situation le frappa avec la force d'un ouragan. Dans un sursaut de panique, il laissa tomber son téléphone, tourna la clé et appuya désespérément sur l'accélérateur. Le moteur toussa, hésita, puis rugit enfin. Les roues patinèrent un instant avant de trouver leur adhérence. La Bugatti bondit en avant, franchissant les rails à peine quelques secondes avant que le train ne passe dans un vacarme métallique assourdissant. Le souffle puissant de la locomotive balaya les cheveux d'Amandine et fit volter son manteau usé. Elle ferma les yeux,
le cœur battant à se rompre, serrant toujours contre elle le sachet contenant le pain au chocolat. Quand elle rouvrit les paupières, le train avait passé et la voiture de luxe était arrêtée quelques mètres plus loin sur le bas-côté de la route. À l'intérieur du véhicule, Édouard respirait par saccades, les mains crispées sur le volant. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Il était vivant. Par miracle, il était vivant. Mais ce n'était pas vraiment un miracle, réalisa-t-il en regardant dans son rétroviseur. C'était grâce à cet enfant. Elle se tenait toujours là, immobile, sur le bord de la route. Son visage ne montrait ni peur rétrospective, ni excitation, ni attente de reconnaissance. Juste une sorte de calme étrange, comme si ce qu'elle venait de faire n'était rien d'extraordinaire. Juste une évidence. Édouard sentit une sensation inhabituelle l'envahir. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir échappé à un sort funeste, c'était quelque chose de plus profond, de plus inconfortable, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Il enclencha la marche arrière et recula lentement jusqu'à l'endroit où se tenait Amandine. La vitre électrique descendit silencieusement, révélant son visage encore pâle du choc. « Tu m'as sauvé », dit-il, les mots sortant avec difficulté de sa gorge serrée. Amandine haussa légèrement les épaules. « N'importe qui l'aurait fait, monsieur. » Édouard regarda cet enfant plus attentivement. Ses vêtements étaient propres mais visiblement usés. Ses chaussures montrèrent des signes de réparation multiples. Et pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni envie ni ressentiment face à sa richesse évidente. Juste une sorte de sagesse tranquille qui semblait incongrue sur un visage si jeune. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, se surprenant lui-même par cet intérêt soudain pour une personne qu'il aurait normalement considérée comme insignifiante. « Amandine, monsieur. Amandine Thibault. »« Amandine, je te dois la vie. Je m'appelle Édouard Mercier. Je voudrais te récompenser. Attends !» Il commença à sortir son portefeuille, mais s'arrêta net en voyant l'expression de la fillette changer subtilement. Ce n'était pas de l'avidité ou de l'anticipation qui apparut sur son visage, mais plutôt une légère déception, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'elle craignait déjà. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur, » dit-elle doucement. « Je dois rentrer maintenant. C'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui. » Elle serra un peu plus fort le sachet de boulangerie contre elle, comme pour souligner l'importance de ce qu'il contenait. Puis, avec un léger hochement de tête, elle tourna les talons et commença à s'éloigner d'un pas tranquille. Édouard resta figé, son portefeuille en main, se sentant étrangement désarmé. Pour la première fois depuis des années, peut-être, même depuis son enfance, il ne savait pas comment réagir. Dans son monde, tout avait un prix. Chaque service attendait une compensation. Chaque action avait une contrepartie. Mais cet enfant venait de bouleverser toutes ses certitudes en quelques minutes à peine. Il remit lentement son portefeuille dans sa poche et regarda Amandine s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin d'une rue entre les immeubles gris de cette banlieue qu'il n'avait jamais vraiment regardé auparavant. Son téléphone, tombé sur le tapis de voiture, vibrait furieusement. L'écran affichait plusieurs appels manqués de Philippe Deschamps et d'autres membres du conseil d'administration. La réunion cruciale, les millions en jeu, les stratégies d'acquisition, tout cela semblait soudain terriblement lointain, presque irréel. Édouard démarra sa voiture et reprit la route vers la Défense, mais quelque chose avait changé en lui. Une fissure s'était formée dans la carapace d'indifférence qu'il avait soigneusement construite au fil des années. Et par cette fissure s'infiltrait une question troublante. Que valait réellement sa vie, cette vie qu'une enfant venait de sauver sans rien demander en retour? À la tour Mercier & Associés, l'agitation était à son comble quand Édouard franchit les portes de la salle de réunion avec 20 minutes de retard, un fait sans précédent dans sa carrière. « Édouard, enfin !» s'exclama Philippe Deschamps, un homme de 60 ans au visage sévère et aux tempes grisonnantes. « Nous pensions que vous aviez décidé de nous abandonner face à ce désastre. » Autour de la table en acajou massif, une dizaine de personnes, en costume sombre, le fixaient avec un mélange d'impatience et d'inquiétude. Des graphiques alarmants s'affichaient sur les écrans muraux, montrant des courbes descendantes et des projections financières préoccupantes. « J'ai eu un contretemps », répondit simplement Édouard, en prenant place au bout de la table. Il était incapable d'expliquer ce qui venait de se passer, incapable même de le comprendre lui-même.
La réunion commença, et pendant les 2 heures qui suivirent, ils discutèrent de stratégies agressives pour sauver l'acquisition de technologies avancées. Des plans furent élaborés pour restructurer d'autres filiales, licencier des centaines d'employés, exercer des pressions sur des concurrents vulnérables. Édouard participait mécaniquement, acquiesçant aux propositions, suggérant des ajustements, mais une partie de son esprit restait ailleurs. Il revoyait sans cesse le visage calme d'Amandine, entendait sa voix simple et directe. « N'importe qui l'aurait fait, monsieur. » Cette phrase le hantait, car il savait au fond de lui que lui n'aurait probablement pas fait de même. Aurait-il risqué sa vie pour sauver un inconnu? Aurait-il même remarqué quelqu'un en danger, lui qui traversait la vie sans vraiment voir les autres? À la fin de la réunion, alors que tous se levaient pour partir, satisfaits d'avoir élaboré un plan qui sauverait leurs investissements au prix de centaines d'emplois, Édouard resta assis, le regard perdu dans le vide. « Édouard, tout va bien ?» demanda Charlotte Lemoine, directrice financière et l'une des rares personnes qu'il considérait presque comme une amie. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Charlotte, est-ce que tu t'es déjà demandé si tout ça avait un sens? Ce que nous faisons ici, ces millions que nous manipulons, ces entreprises que nous découpons comme des pièces sur un échiquier ?» Charlotte le regarda avec surprise, puis avec une pointe d'inquiétude. « Tu as eu un accident? Tu devrais peut-être voir un médecin. »« J'ai failli mourir ce matin, » dit-il abruptement. « Un train allait percuter ma voiture. J'étais bloqué sur les rails et une petite fille m'a sauvé. Une enfant de rien qui vit dans une banlieue misérable. Elle m'a sauvé et a refusé mon argent. » Charlotte s'assit lentement à côté de lui, décontenancée par cette confession inattendue. « C'est compréhensible que tu sois secoué. Un événement comme ça peut être traumatisant. Prends quelques jours de congé, peut-être... » « Ce n'est pas ça, » l'interrompit Édouard. « C'est quelque chose dans ses yeux. Comme si elle voyait quelque chose que je ne vois pas. Comme si elle comprenait quelque chose que j'ai oublié. » Charlotte posa une main hésitante sur son bras. « Écoute, nous avons tous des moments de doute. C'est normal après un choc. Mais tu dois te ressaisir. Nous avons besoin de toi concentré et déterminé. Des milliers d'emplois dépendent de tes décisions. » Ces derniers mots résonnèrent étrangement aux oreilles d'Édouard. Des milliers d'emplois, des vies réelles, des familles, des enfants comme Amandine, qui dépendèrent des chiffres qu'il leur fêtait. Manipulait froidement sur ses écrans. « Oui, bien sûr, » dit-il finalement. « Tu as raison. » Mais quand Charlotte quitta la pièce, au lieu de se plonger dans les dossiers urgents qui l'attendaient, Édouard ouvrit son navigateur Internet et tapa « Saint-Denis, banlieue Paris, conditions de vie ». Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Édouard. Il annula 2 rendez-vous importants, reporta une conférence téléphonique avec des investisseurs américains et s'enferma dans son bureau. Ses collaborateurs échangeaient des regards inquiets. Jamais auparavant le PDG n'avait montré de tels signes de faiblesse ou d'hésitation. Sur son écran d'ordinateur défilaient des articles, des études et des reportages sur les conditions de vie à Saint-Denis, statistiques de chômage, échecs scolaires, logements insalubres, déserts médicaux. Des réalités qu'il connaissait vaguement, comme des concepts abstraits, mais qui prenaient soudain une dimension concrète, incarnée par le visage d'Amandine. À 18 heures, au lieu de se rendre à son dîner d'affaires prévu avec un groupe d'investisseurs japonais, Édouard quitta son bureau et prit l'ascenseur jusqu'au parking souterrain. Sa secrétaire, Madame Rousseau, le regarda partir avec stupéfaction. En 15 ans de service, jamais elle ne l'avait vu quitter les lieux avant 20 heures. « Monsieur Mercier et votre dîner avec Monsieur Tanaka ?» s'écria-t-elle alors, qu'il s'éloignait. « Annulez. Dites-leur. Dites-leur que j'ai une urgence familiale. » Le mensonge lui vint naturellement, mais il laissa un goût amer dans sa bouche. Quelle famille! Sa mère vivait sur la Côte d'Azur et il ne se parlait qu'aux fêtes de fin d'année. Son père était parti depuis longtemps, remarié à une femme plus jeune, vivant quelque part en Suisse. Quant à des frères et sœurs, il n'en avait jamais eu. À 40 ans, Édouard Mercier était seul dans sa tour d'ivoire, entouré de luxe mais dépourvu de connexions authentiques. Au volant de sa Bugatti, il ne prit pas la direction habituelle de son penthouse. Presque malgré lui, il se retrouva à rouler vers Saint-Denis. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel parisien d'orange et de rose, mais ses couleurs somptueuses semblaient s'estomper à mesure qu'il s'éloignait du centre pour entrer dans la banlieue.
Il gara sa voiture à l'écart, conscient qu'un tel véhicule attirerait immédiatement l'attention dans ce quartier modeste. À pied, vêtu de son costume hors de prix, il se sentait étrangement vulnérable. Les regards se tournaient vers lui, mélange de curiosité et de méfiance. Qui était cet étranger en costume 3 pièces qui arpentait leurs rues en fin de journée? Édouard n'avait pas de plan précis. Il voulait simplement voir, comprendre ce monde parallèle qui existait à quelques kilomètres seulement de son univers de gratte-ciel étincelant et de restaurants étoilés. Ce monde où vivait Amandine, cet enfant qui avait risqué sa vie pour lui sans rien attendre en retour. Il passa devant des immeubles aux façades défraîchies, des commerces modestes mais animés, des squares où des enfants jouaient sous la surveillance d'aînés. Malgré la pauvreté évidente, il y avait une vie ici, une énergie, une chaleur humaine qui contrastait avec le silence aseptisé de son propre appartement. Au détour d'une rue, il aperçut la boulangerie, au pain doré, où Amandine avait dû acheter son précieux pain au chocolat. À travers la vitrine, il pouvait voir le boulanger, un homme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, servir les derniers clients de la journée. Poussé par une impulsion soudaine, Édouard entra dans la boutique. L'odeur de pain frais et de viennoiserie l'enveloppa immédiatement, réveillant des souvenirs d'enfance qu'il croyait oubliés. Quand sa mère, avant que la fortune ne transforme leur vie, l'emmenait à la boulangerie du quartier le dimanche. « Matin, bonsoir, monsieur », le salua le boulanger avec un sourire légèrement intrigué. « Que puis-je vous servir ?»« Bonsoir », répondit Édouard, soudain conscient de son accent distingué et de son apparence qui criait étranger dans cet environnement. « Je cherche des informations sur une petite fille. Elle s'appelle Amandine Thibault. Elle est venue ce matin acheter un pain au chocolat. » Le visage du boulanger se ferma instantanément, la méfiance remplaçant la cordialité. « Et pourquoi cherchez-vous cet enfant, si je peux me permettre ?» Édouard comprit immédiatement la nature de cette suspicion et s'empressa de clarifier. « Elle m'a rendu un immense service ce matin. Elle a évité un accident grave. Je voudrais simplement la remercier correctement. » Monsieur Laurent. Elle étudia pendant quelques secondes, jaugeant sa sincérité. Puis son expression s'adoucit légèrement. « Amandine est une enfant extraordinaire, dit-il enfin. Sa mère, Sylvie, élève seule ses 3 enfants. Elle travaille comme femme de ménage dans des bureaux et des maisons particulières à Paris. Des journées de 12 heures parfois. Amandine s'occupe de son petit frère Lucas et de sa petite sœur Élodie quand sa mère n'est pas là. C'est une petite fille responsable, trop peut-être pour son âge. » Chaque mot était comme une révélation pour Édouard. Une enfant qui portait des responsabilités d'adulte. Une mère qui travaillait probablement pour un salaire qu'il dépensait en une soirée au restaurant. « Savez-vous où ils habitent ?» demanda-t-il doucement. Le boulanger hésita, visiblement partagé entre sa méfiance naturelle et quelque chose qu'il percevait chez cet étranger en costume. Peut-être une sincérité inhabituelle, une vulnérabilité inattendue. « Ils vivent dans l'immeuble au bout de la rue Pasteur, celui avec la façade jaune délavée. Appartement 403. Mais je doute que Madame Thibault soit chez elle à cette heure. Elle ne rentre généralement pas avant 21 heures. » Édouard le remercia et, après une seconde d'hésitation, acheta une tarte aux pommes entières. La plus belle de la vitrine. « C'est l'anniversaire du petit Lucas aujourd'hui, » expliqua-t-il simplement. Le boulanger hocha la tête avec un léger sourire, emballant soigneusement la pâtisserie. « À 8 ans. Un brave petit garçon. Il passe souvent me voir quand il rentre de l'école. » Avec la tarte en main, Édouard quitta la boulangerie et se dirigea vers l'adresse indiquée. L'immeuble était effectivement défraîchi, avec une cage d'escalier dont l'ascenseur était hors service. Il monta les 4 étages à pied, surpris par l'effort que cela lui demandait, lui qui passait plus de temps dans des fauteuils de cuir que dans des salles de sport. Devant la porte de l'appartement, 403, il hésita. Qu'allait-il dire? Comment expliquer sa présence? N'allait-il pas effrayer cette famille en surgissant ainsi dans leur vie? Avant qu'il ne puisse prendre une décision, la porte s'ouvrit brusquement, révélant Amandine. Elle sursauta en le voyant, ses grands yeux s'écarquillant de surprise. « Monsieur Mercier ?» dit-elle, prononçant son nom avec précaution comme si elle n'était pas sûre de s'en souvenir correctement. « Bonjour Amandine.
répondit-il, soudain terriblement conscient de l'incongruité de sa présence. J'ai apporté ceci pour l'anniversaire de ton frère. Il tendit maladroitement la boîte contenant la tarte. Amandine la regarda avec une expression indéchiffrable, puis leva les yeux vers lui. « Comment avez-vous su où nous habitions? Le boulanger me l'a dit. Je voulais te remercier, pour ce matin. » Un petit garçon apparut derrière Amandine, les yeux brillants de curiosité. « C'est à qui, Mandy ?» demanda-t-il en observant l'étrange visiteur et surtout la boîte qu'il tenait. « C'est Monsieur Mercier, Lucas, » répondit-elle doucement. « Un monsieur que j'ai rencontré ce matin. » Édouard s'accroupit pour se mettre au niveau de Lucas. « Joyeux anniversaire, jeune homme. J'ai entendu dire que c'était ton jour spécial aujourd'hui. » Le visage du petit garçon s'illumina d'un sourire radieux. « J'ai 8 ans, et Mandy m'a acheté un pain au chocolat ce matin, et maman a promis qu'on mangerait des crêpes ce soir quand elle rentrera. » La simplicité de cette joie frappa Édouard. Ce petit garçon était heureux pour un pain au chocolat et des crêpes, alors que ses propres neveux et nièces, les enfants de cousins éloignés, exigeaient des cadeaux toujours plus extravagants pour daigner sourire lors des réunions familiales. « Entrez, monsieur », dit finalement Amandine avec une politesse qui semblait bien au-delà de son âge. « Nous attendons maman. Elle devrait arriver bientôt. » L'appartement était petit mais impeccablement tenu. 3 pièces en tout, un salon qui servait aussi de salle à manger et de chambre pour la mère, à en juger par le canapé-lit replié, dans un coin, une minuscule cuisine où chaque centimètre était optimisé, et ce qui devait être la chambre des enfants, dont la porte entr'ouverte laissait apercevoir 2 lits superposés et un petit berceau. Sur les murs, des dessins d'enfants apportèrent des touches de couleur. Quelques plantes en pot égayaient le rebord de la fenêtre. Malgré l'exiguïté et la modestie évidente des lieux, il y avait une chaleur, une atmosphère de foyer qui manquait cruellement à son vaste penthouse design. Une petite fille d'environ 4 ans jouait tranquillement dans un coin avec une poupée usée. Elle leva vers Édouard des yeux identiques à ceux d'Amandine, profonds, intelligents, étonnamment calmes. « C'est Élodie », présenta Amandine. « Elle ne parle pas beaucoup aux étrangers. » Édouard se sentit soudain terriblement déplacé dans cet univers si différent du sien. Que faisait-il ici, avec son costume à 5 000 € et sa montre qui valait plus que ce que cette famille gagnait probablement en une année? « Je ne voulais pas déranger, » dit-il maladroitement. « Je voulais juste te remercier, Amandine. Ce que tu as fait ce matin, tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. » Amandine haussa les épaules avec ce même geste simple qu'elle... « Qu'avais-tu le matin? Je suis contente que vous alliez bien, monsieur. » Un silence gêné s'installa, interrompu seulement par les bruits de pas d'Élodie qui s'était approchée timidement pour observer le nouvel arrivant. « On peut manger la tarte maintenant ?» demanda Lucas avec espoir, ses yeux ne quittant pas la boîte qu'Édouard avait posée sur la petite table. « Non, Lucas, il faut attendre maman, » répondit Amandine avec une fermeté douce. Puis, se tournant vers Édouard, « Voulez-vous du thé, monsieur? Nous n'avons pas de café, désolé. » Cette hospitalité offerte avec tant de naturel par une enfant de 11 ans troubla profondément Édouard. Dans son monde, les gens se battaient pour l'inviter à des dîners somptueux, espérant obtenir ses faveurs ou son influence. Ici, cette petite fille lui offrait simplement un thé, sans rien attendre en retour. « Du thé, ce serait parfait, » répondit-il doucement. Pendant qu'Amandine s'affairait dans la cuisine, Lucas s'approcha d'Édouard avec la curiosité caractéristique des enfants. « Vous avez une très belle voiture, n'est-ce pas? Je vous ai vu arriver par la fenêtre. C'est une voiture de course? »« C'est une Bugatti Chiron, » répondit Édouard, légèrement mal à l'aise de parler de sa voiture à 3 millions d'euros à un enfant qui s'émerveillait d'un pain au chocolat. « Waouh! Comme dans mes cartes de voiture. J'en ai une comme ça, mais elle est rouge. La vôtre est plus belle. » Lucas courut vers un petit coffre en plastique et en sortit une collection de cartes à collectionner représentant des voitures de luxe. Il revint en brandissant fièrement une carte un peu cornée, montrant effectivement une Bugatti. « Tu aimes les voitures ?» demanda Édouard, touché par l'enthousiasme du garçon. « J'adore ça. Quand je serai grand, je serai pilote de course, ou mécanicien, ou les deux. Je réparerai les voitures en panne et puis je les conduirai super vite. » Amandine revint avec une tasse de thé fumante qu'elle tendit à Édouard. « Lucas est passionné par tout ce qui a des roues, » expliqua-t-elle avec un sourire attendri. «
pour son petit frère. Il peut parler de voiture pendant des heures. Ma sœur, elle préfère les livres, intervint Lucas avec une moue. Elle lit tout le temps, même des livres sans images. J'aime apprendre, dit simplement Amandine en haussant les épaules. À l'école, ma maîtresse dit que je pourrais aller au lycée Henri IV si je continue comme ça. Édouard connaissait bien ce prestigieux lycée parisien, pépinière de l'élite française. Il y avait lui-même étudié à une époque où sa famille venait juste d'accéder à la richesse. Il se souvenait des sacrifices que sa mère avait faits pour lui offrir cette éducation d'exception. « C'est un excellent établissement, » dit-il. « Tu voudrais y aller ?»« Ce serait mon rêve, » répondit Amandine, une lueur d'espoir traversant son regard habituellement si posé. « Mais c'est difficile d'y entrer quand on vient d'ici. Et puis, il faudrait que je prenne le RER tous les jours. Ce serait cher pour maman. » Elle s'interrompit, comme gênée d'avoir révélé les contraintes financières de sa famille. Édouard sentit son cœur se serrer. Pour cette enfant brillante, le simple coût des transports en commun pouvait être un obstacle insurmontable à une éducation de qualité. La porte d'entrée s'ouvrit à cet instant, laissant apparaître une femme d'une trentaine d'années. Malgré les signes évidents de fatigue sur son visage, Sylvie Thibault conservait une beauté simple et naturelle. Ses traits rappelaient ceux d'Amandine, les mêmes yeux profonds, le même port de tête digne malgré les circonstances. Elle se figea en découvrant Édouard dans son salon, son expression passant rapidement de la surprise à l'inquiétude. « Maman !» s'écria Lucas en se précipitant vers elle. « C'est Monsieur Mercier. Il a apporté une tarte pour mon anniversaire. Et il a une vraie Bugatti comme dans mes cartes. » Sylvie posa son sac de course et enlaça machinalement son fils sans quitter Édouard des yeux. « Qui êtes-vous exactement, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix où perçait une méfiance compréhensible. Amandine s'empressa d'intervenir. « Maman, c'est le monsieur que j'ai aidé ce matin, celui qui était arrêté sur les rails. » Le visage de Sylvie s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Le train. Amandine m'a raconté au téléphone qu'elle avait aidé quelqu'un ce matin. C'était vous ?» Édouard se leva, soudain conscient de sa grande taille dans ce petit appartement. « Oui, madame. Votre fille m'a sauvé la vie, littéralement. J'étais bloqué sur les rails, complètement distrait par des affaires sans importance. Sans son intervention, je ne serais plus là. » Les derniers mots sortirent avec difficulté, chargés d'une émotion qu'Édouard n'était pas habitué à exprimer. Sylvie l'observa un moment, puis son expression s'adoucit. « Asseyez-vous, monsieur Mercier. Je vais préparer le dîner. Vous vous joindrez à nous? Ce sera modeste, mais vous êtes le bienvenu. » Cette invitation spontanée, cette générosité offerte sans calcul le bouleversa plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans son monde, les dîners étaient des occasions stratégiques, des moments pour nouer des alliances ou conclure des affaires. Ici, c'était simplement un acte de partage humain. « Avec plaisir, Madame Thibault, mais je ne voudrais pas m'imposer, surtout un jour spécial comme celui-ci. Un anniversaire, ça se partage, » répondit-elle simplement. « Et puis, vous avez apporté le dessert. » Pendant que Sylvie s'affairait dans la cuisine, aidée par Amandine, Édouard continua à discuter avec Lucas de voitures de course. Le petit garçon était intarissable sur le sujet, citant des modèles et des caractéristiques techniques avec une précision étonnante pour son âge. Même la petite Élodie s'était approchée, assise maintenant à côté d'Édouard, observant avec fascination sa montre qui brillait à son poignet. Quand le repas fut prêt, un simple plat de pâtes à la sauce tomate, agrémenté de quelques légumes, ils s'installèrent tous autour de la petite table. Sylvie avait ajouté une chaise pliante pour Édouard. « On fait la prière ?» demanda Lucas en joignant déjà ses petites mains. Édouard fut surpris. Dans son univers, les rituels religieux avaient depuis longtemps cédé la place aux rituels financiers. Mais il inclina respectueusement la tête, pendant que Lucas récitait une simple prière de remerciement pour la nourriture et pour le nouveau monsieur qui a apporté une tarte. Le repas était simple mais savoureux. Édouard ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait mangé des pâtes sans qu'elles ne soient préparées par un chef étoilé. La conversation était légère, centrée principalement sur l'école, les amis de Lucas, les dessins d'Élodie. Personne ne lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, combien il gagnait, quelles étaient ses relations. Des questions qui étaient généralement les premières posées dans son cercle social. Après le repas vint le moment de la tarte.
accueillie par des exclamations de joie des enfants. Sylvie alluma une bougie qu'elle planta au centre de la pâtisserie. Ils chantèrent « Joyeux anniversaire » pour Lucas, et Édouard se surprit à joindre sa voix au leur. Lui qui n'avait pas chanté depuis, il ne se souvenait même plus. Une fois les enfants couchés, non sans protestation de la part de Lucas, qui voulait montrer encore d'autres cartes de voiture à leur invité, Sylvie invita Édouard à rester pour un dernier thé. Assis face à face à la petite table, les bruits de la ville filtrant par la fenêtre entr'ouverte, ils étaient comme deux voyageurs de mondes différents qui se rencontraient par hasard à la frontière. « Amandine m'a dit que vous aviez refusé son argent ce matin », commença Sylvie, une question implicite dans sa voix. « Elle a raison », répondit Édouard. « Votre fille, elle a fait quelque chose que je ne comprends pas. Elle a risqué sa vie pour un inconnu, sans rien attendre en retour. Dans mon monde, ce concept est presque inexistant. » Sylvie sourit doucement. « Quel est votre monde, monsieur ?»« Mercier. Je dirige une société d'investissement, Mercier & Associés. Nous achetons et vendons des entreprises, nous restructurons, nous optimisons les profits. » Le jargon financier sonnait étrangement creux dans ce petit appartement où l'essentiel semblait être ailleurs. « Et cela vous rend heureux ?» demanda simplement Sylvie. La question le prit au dépourvu. Personne ne lui avait demandé cela depuis, peut-être jamais. On lui demandait s'il était satisfait des résultats trimestriels, s'il était confiant pour les perspectives de croissance, s'il était intéressé par telle ou telle acquisition. Mais heureux ? Je ne sais pas, admit-il finalement. Je ne me pose pas vraiment la question. Je fais ce que j'ai toujours fait, ce pourquoi j'ai été formé. Sylvie hocha la tête, sans jugement. J'ai été élevé à la campagne, dans une ferme près de Lyon. Mes parents m'ont appris que la vraie richesse est dans les relations, pas dans les possessions. Quand mon mari est parti, me laissant seul avec 3 enfants, cette philosophie a été ma bouée de sauvetage. Nous n'avons pas beaucoup, mais nous avons l'essentiel. Vos enfants sont remarquables, dit sincèrement Édouard. Surtout Amandine. Elle a une sagesse qui me déconcerte. Elle a dû grandir vite, répondit Sylvie avec une pointe de regret dans la voix. Trop vite peut-être. Elle m'aide tellement avec les petits. Je voudrais lui offrir une vraie enfance, mais les circonstances... Les circonstances. Ce mot résonna dans l'esprit d'Édouard longtemps après qu'il eut quitté l'appartement des Thibault. Les circonstances qui déterminaient qui avait accès à l'éducation, aux soins, à un avenir ouvert. Les circonstances qui faisaient qu'une enfant brillante comme Amandine devait se contenter de rêver du lycée Henri IV au lieu d'y étudier naturellement. Les circonstances qui l'avaient placé, lui, du côté privilégié de l'équation, sans aucun mérite particulier. Il conduisit jusqu'à son Pentouse en pilote automatique, l'esprit ailleurs. Pour la première fois depuis des années, il remarqua vraiment la transition entre les quartiers, la façon dont la ville se transformait graduellement, devenant plus propre, plus soignée, plus riche à mesure qu'il approchait du centre. Comment avait-il pu être si aveugle à cette réalité si visible? Son appartement lui sembla soudain froid et impersonnel quand il y entra. 500 mètres carrés de luxe épuré, de design minimaliste, d'œuvres d'art contemporain choisies par un décorateur pour leur valeur d'investissement plus que pour leur beauté. Pas de dessins d'enfants sur les murs, pas de plantes sur le rebord des fenêtres, pas de signes de vie partagés. Il se servit un verre de whisky rare, une bouteille à 4 000 €, et s'approcha de la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris illuminé. Quelque part là-bas, Amandine et sa famille dormaient dans leur petit appartement. Et quelque part aussi, des centaines d'employés de sociétés qu'il avait restructurés se demandaient comment ils allaient payer leur loyer le mois prochain. Son téléphone vibra. Un message de Philippe Deschamps. Conseil extraordinaire demain 8 h. Les Chinois ont revu leur offre à la baisse. Préparer un plan de restructuration plus agressif. Plus agressif. Cela signifiait plus de licenciements, plus de vies bouleversées, plus de familles comme celle d'Amandine qui basculeraient peut-être dans la précarité. Tout cela pour que les actionnaires puissent toucher leurs dividendes trimestriels sans interruption. Pour la première fois de sa carrière, Édouard se sentit malade à cette idée. Cette nuit-là, il dormit mal, hanté par des rêves où il était bloqué sur des rails, le train approchant inexorablement,
Mais personne ne venait l'avertir. Il se réveilla en sueur à l'aube, avec une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait ce qu'il devait faire. 7h30. Il entra dans la salle du conseil d'administration immaculé dans un costume sur mesure, mais avec une expression que ses collègues ne lui connaissaient pas. Une détermination tranquille avait remplacé sa froideur habituelle. Philippe Deschamps ouvrit la séance avec son pessimisme coutumier. « Messieurs, dames, la situation est critique. Sans l'acquisition de technologies avancées, notre croissance trimestrielle sera en baisse pour la première fois en 5 ans. Les actionnaires ne le toléreront pas. Nous devons prendre des mesures drastiques. » Des hochements de tête approbateurs, autour de la table. Des expressions graves mais résignées. Comme si sacrifier des centaines d'emplois n'était qu'une équation mathématique à résoudre. « Monsieur Mercier, » continua Deschamps, « vous avez préparé le plan de restructuration. » Comme convenu, tous les regards se tournèrent vers Édouard. Il se leva lentement, balayant l'assemblée du regard. « J'ai effectivement préparé un plan, » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « Mais pas celui que vous attendez. » Il appuya sur une télécommande, et l'écran mural s'illumina, montrant non pas des graphiques de rentabilité, mais des visages, des employés de leur filiale, des hommes et des femmes ordinaires au travail. Voici Antoine Renard, 54 ans, ingénieur chez Électronique du Nord, que nous avons acquise l'an dernier. Il a 3 enfants à l'université. Voici Maria Lopez, 38 ans, responsable logistique chez Transport Martin, mère célibataire de 2 enfants. Voici Jean Dupont, 42 ans, technicien chez... « Édouard, l'interrompit Charlotte Lemoine, visiblement mal à l'aise. « Où voulez-vous en venir exactement ?»« J'en viens au fait que ces personnes ne sont pas des lignes dans un tableur. Ce sont des vies réelles, des familles qui dépendent de ces emplois que nous effaçons d'un trait de plume pour satisfaire des objectifs trimestriels. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Philippe Deschamps se redressa, le visage rougi par la colère. « Édouard, si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Nous ne sommes pas une œuvre caritative, nous avons des responsabilités envers nos actionnaires. »« Et envers la société, » répliqua Édouard, « envers les communautés où nous opérons, envers les enfants qui méritent un avenir meilleur. » Il appuya à nouveau sur la télécommande. L'écran montra alors un plan différent. Pas une restructuration basée sur les licenciements, mais une réorganisation plus profonde. Réduction des bonus des dirigeants, y compris le sien. Investissement dans la formation des employés. Création d'une fondation pour financer des bourses d'études pour les enfants talentueux des quartiers défavorisés. « Ceci est mon plan, » déclara-t-il fermement. « Une vision à long terme qui créera de la valeur durable, pas juste des profits, trimestriels. » Les réactions autour de la table allaient de l'incrédulité à l'indignation ouverte. Charlotte Lemoine, cependant, l'observait avec une expression pensive, presque admirative. Philippe Deschamps se leva brusquement. « Vous avez perdu l'esprit, Mercier. Le Conseil n'acceptera jamais ce manifeste idéaliste. »« Alors je mettrai mon poste dans la balance, » répondit calmement Édouard. « Je détiens encore 28% des actions de cette entreprise. Si je vends, que pensez-vous qu'il arrivera au cours de l'action ?» La menace était à peine voilée, et tous le savaient. Un départ fracassant d'Édouard Mercier ferait plonger la valeur de l'entreprise bien plus qu'un trimestre de croissance modérée. « Vous ne feriez pas ça, » murmura Deschamps, soudain moins assuré. « Hier, vous auriez eu raison, » admit Édouard. « Mais j'ai eu, disons, une révélation. Il y a plus important dans la vie que les chiffres sur un compte bancaire. » La réunion se prolongea pendant des heures. Des arguments furent échangés, des compromis proposés. Finalement, un plan hybride fut adopté, moins radical que celui d'Édouard, mais bien plus humain que ce que Deschamps avait initialement envisagé. Pas de licenciement massif, une réduction des dividendes pour ce trimestre, compensée par une vision de croissance plus durable. Quand Édouard quitta la salle de réunion, épuisé mais satisfait, Charlotte le rattrapa dans le couloir. « Que s'est-il passé exactement ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Cette histoire d'accident avec une petite fille, ça a vraiment changé quelque chose en vous, n'est-ce pas ?» Édouard sourit, un sourire authentique qui semblait rajeunir son visage, habituellement si sérieux. « Disons que j'ai vu la vie à travers d'autres yeux, des yeux qui voient ce qui est vraiment important. » Dans les semaines qui suivirent,
Les changements à Mercier et Associés firent les gros titres de la presse économique. Révolution éthique dans la finance, n'a titré Le Monde économique. Mercier réinvente le capitalisme responsable, affirmait la Tribune. Certains analystes prédisaient un désastre, d'autres y voyaient l'avenir de l'entreprise à l'ère de la responsabilité sociale. Mais Édouard se préoccupait peu de ces débats. Il avait entrepris un projet bien plus personnel, loin des projecteurs médiatiques. Dans un bureau discret du 19e arrondissement de Paris, il rencontrait régulièrement Maître Joubert, un avocat spécialisé dans la création de fondations. « Donc, si je comprends bien, » résumait l'avocat en ajustant ses lunettes, « vous souhaitez créer une fondation qui financera la rénovation d'écoles dans les quartiers défavorisés, des bourses d'études pour les enfants méritants et divers programmes sociaux et culturels. » « Exactement, » confirma Édouard. « Avec une attention particulière pour Saint-Denis dans un premier temps. Mais l'objectif est d'étendre le modèle à d'autres banlieues par la suite. Et vous souhaitez rester anonyme? C'est inhabituel pour une initiative de cette ampleur. » Édouard sourit légèrement. « L'anonymat est non négociable, maître. Je ne veux pas de reconnaissance, pas de publicité, juste des résultats. » L'avocat hocha la tête, intrigué par ce client atypique mais visiblement déterminé à faire le bien sans en tirer gloire. Parallèlement à ses démarches officielles, Édouard entreprit des changements dans sa vie personnelle. Il vendit son penthouse et s'installa dans un appartement plus modeste, toujours confortable mais sans l'ostentation de son ancienne demeure. Il mit sa Bugatti aux enchères, reversant la différence entre le prix de vente et celui d'une voiture plus raisonnable à sa fondation naissante. Ses amis du monde financier ne comprenaient pas ce revirement. Certains parlaient d'une crise de la quarantaine, d'autres de burn-out. Quelques-uns, plus cyniques, y voyaient une stratégie élaborée pour redorer son image. Seule Charlotte semblait percevoir la sincérité de sa transformation. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet de financement d'une école d'informatique dans les quartiers nord de Marseille, elle osa lui poser la question qui la taraudait. « Tu ne m'as jamais vraiment raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Avec cette petite fille, qu'a-t-elle fait de si extraordinaire à part te prévenir du train ?» Édouard posa son stylo et resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, justement. C'est ça qui était révélateur. Pour elle, sauver quelqu'un était l'évidence même. Pas un calcul, pas une attente de retour. Juste, la chose juste à faire. Et quand j'ai voulu la payer pour ça, son regard, il s'interrompit, encore ému par ce souvenir. Son regard m'a fait comprendre à quel point j'étais devenu vide, à quel point j'avais perdu de vue l'essentiel. 6 mois s'étaient écoulés, depuis ce jour fatidique sur les rails. L'automne avait cédé la place à l'hiver puis au printemps. Les arbres des parcs parisiens se paraient de leurs premières feuilles vertes et un air de renouveau flottait sur la ville. Dans le quartier de Saint-Denis, des changements subtils mais significatifs commençaient à se manifester. L'école primaire Jean Jaurès, que fréquentaient Amandine et Lucas, avait bénéficié d'une rénovation complète pendant les vacances d'hiver. De nouveaux équipements informatiques, une bibliothèque richement garnie, une cantine proposant des repas équilibrés et savoureux, une cour de récréation réaménagée avec des installations sportives modernes. Les élèves et les enseignants n'en revenaient pas. « C'est un donateur anonyme », avait expliqué le directeur lors de l'inauguration. Une fondation privée qui souhaite investir dans l'éducation des quartiers prioritaires. Des rumeurs circulaient. Bien sûr, certains parlaient d'un riche entrepreneur repenti, d'autres d'une star du cinéma cherchant à se racheter une conscience. Mais l'identité du bienfaiteur restait un mystère. Ce n'était pas la seule amélioration dans le quartier. Un centre médical flambant neuf avait ouvert ses portes, offrant des consultations gratuites pour les familles sans couverture santé adéquate. Un espace culturel proposait des ateliers d'art, de musique et de théâtre après l'école. Des bourses d'études avaient été créées pour les collégiens et lycéens les plus prometteurs. Amandine avait été l'une des premières bénéficiaires de ces bourses. À la grande fierté de sa mère, elle avait été acceptée au prestigieux lycée Henri IV pour la rentrée prochaine, avec une bourse couvrant non seulement ses frais de scolarité, mais aussi ses transports et ses fournitures. « C'est comme, c'est un rêve », avait confié Sylvie à sa voisine, Madame Legrand. « Ma fille va étudier dans l'un des meilleurs lycées de France. Qui aurait cru que cela serait possible ?» Ce qu'elle ignorait,
c'est que le mystérieux bienfaiteur suivait de près les progrès d'Amandine, recevant régulièrement des rapports de la Fondation sur ses résultats scolaires exceptionnels et son potentiel remarquable. Édouard Mercier avait tenu sa promesse d'anonymat. Même lorsqu'il se rendait discrètement à Saint-Denis pour observer les changements que sa fondation apportait, il restait dans l'ombre, anonyme parmi les passants. Il avait délibérément évité tout contact direct avec la famille Thibault, craignant que sa présence ne perturbe le cours naturel de leur vie. Pourtant, ce matin de mai, il avait décidé de faire une exception. C'était l'anniversaire d'Amandine. Elle aurait 12 ans. Et il avait un cadeau spécial à lui offrir, quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement envoyer via sa fondation. Il avait garé sa voiture, une modeste Peugeot électrique, qui avait remplacé sa Bugatti à quelques rues de l'immeuble des Thibault, et marchait maintenant d'un pas hésitant vers leur appartement. Il portait des vêtements simples, jeans, chemise bleue, veste légère, bien loin des costumes sur mesure qui constituaient autrefois son uniforme quotidien. En chemin, il passa devant la boulangerie au pain doré. Monsieur Laurent l'aperçut, à travers la vitrine, et lui fit un signe de la main, le reconnaissant malgré les mois écoulés. Édouard entra, accueilli par l'odeur réconfortante du pain frais. « Monsieur Mercier, quelle surprise !» s'exclama le boulanger avec un sourire chaleureux. « Vous revenez voir la petite Amandine. »« Bonjour, monsieur Laurent. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je passais lui souhaiter un bon anniversaire. » Le boulanger hocha la tête d'un air entendu. « Vous savez, des choses extraordinaires se sont produites dans le quartier ces derniers mois. Des améliorations que personne n'aurait cru possibles. Et tout a commencé peu après votre visite. » Son regard était pénétrant, comme s'il soupçonnait Édouard d'être lié à ces changements. Édouard maintint une expression neutre, se contentant d'un vague sourire. « J'ai entendu parler de ces améliorations. C'est formidable pour le quartier. N'est-ce pas? Tenez, emportez ceci pour Amandine. » Monsieur Laurent lui tendit un petit gâteau décoré d'une rose en sucre. « De ma part, cette petite est spéciale. Elle mérite le meilleur. » Édouard le remercia et poursuivit son chemin, le précieux gâteau soigneusement emballé dans une boîte. En approchant de l'immeuble des Thibault, il remarqua que la façade avait été ravalée, les parties communes rénovées. L'ascenseur fonctionnait désormais, un autre projet financé discrètement par sa fondation. Devant la porte de l'appartement 403, il hésita comme lors de sa première visite. Qu'allait-il dire? Comment expliquer son retour après tant? De moi? Il prit une profonde inspiration et frappa. Ce fut Lucas qui ouvrit, son visage s'illuminant instantanément de reconnaissance. « Monsieur Édouard, vous êtes revenu !» Le petit garçon avait grandi, remarqua Édouard. Son visage avait perdu un peu de sa rondeur enfantine, mais son sourire restait aussi éclatant. « Maman, Amandine, c'est Monsieur Édouard !» cria Lucas, en se précipitant à l'intérieur. Sylvie apparut dans l'encadrement de la porte, surprise mais souriante. « Monsieur Mercier, quelle visite inattendue !»« Appelez-moi Édouard, je vous en prie, » dit-il en lui tendant la main. « Je passais dans le quartier et j'ai appris que c'était l'anniversaire d'Amandine aujourd'hui. Entrez, je vous en prie. Nous préparions justement un petit goûter. » L'appartement avait changé, nota Édouard en entrant. Il était toujours aussi petit, mais des améliorations notables étaient visibles. Des meubles neufs, des rideaux colorés, une petite télévision moderne. Sur la table, un gâteau fait maison attendait d'être découpé, entouré de quelques paquets modestement emballés. Amandine émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Son visage s'éclaira d'un sourire timide en reconnaissant leur visiteur. « Monsieur Mercier, mais vous vous êtes souvenu de mon anniversaire ?»« Comment l'oublier ?» répondit-il doucement. « Et j'ai un cadeau pour toi. Enfin, 2 en fait. » Il lui tendit d'abord la boîte de la boulangerie. Celui-ci est de la part de Monsieur Laurent. Puis il sortit de sa poche une petite enveloppe qu'il lui remit avec une certaine solennité. « Et ceci est de ma part. » Amandine ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une carte manuscrite. Elle lut la carte silencieusement, ses yeux s'agrandissant progressivement. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Sylvie, intriguée par la réaction de sa fille. Amandine leva des yeux brillants vers sa mère. « C'est un programme ?»« De mentorat pour les étudiants qui veulent devenir médecins. »
avec des stages d'observation pendant les vacances, des cours particuliers en sciences et un mentor personnel qui m'accompagnera jusqu'au bac et même pendant mes études supérieures. Sa voix tremblait légèrement sous l'émotion. La clé USB contient des livres numériques de médecine, des vidéos de cours, des témoignages de médecins, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Édouard observait sa réaction avec une joie discrète. Il se souvenait d'une conversation lors de sa visite précédente où Amandine avait mentionné son rêve de devenir médecin pour aider les gens comme Élodie. Il avait appris plus tard que la petite Élodie souffrait d'un léger retard de développement du langage, nécessitant des séances d'orthophonie que la famille pouvait difficilement se permettre avant l'ouverture du nouveau centre médical. Sylvie regardait alternativement sa fille et Édouard, une compréhension nouvelle se dessinant sur son visage. « Monsieur Mercier, Édouard, est-ce que c'est vous qui êtes derrière tout ça? L'école rénovée, le centre médical, la bourse d'Amandine ?» Édouard hésita, mal à l'aise face à cette question directe. J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, ce qu'Amandine m'a appris ce jour-là sur les rails. » La petite Élodie, qui avait maintenant 5 ans, s'approcha timidement d'Édouard et lui prit la main. « Merci pour mes nouveaux livres à l'école, » dit-elle distinctement, une phrase complète prononcée avec une clarté surprenante. Sylvie eut les larmes aux yeux. Elle fait tellement de progrès depuis qu'elle va au centre médical. L'orthophoniste dit qu'elle pourra suivre une scolarité normale à la rentrée prochaine. Lucas, qui avait écouté attentivement, intervint avec son enthousiasme habituel. « Et moi, j'ai rejoint le club de robotique. On construit des voitures qui roulent toutes seules. Un jour, je construirai une vraie voiture, comme votre Bugatti. »« J'en suis certain, » sourit Édouard. « Mais tu sais, j'ai vendu ma Bugatti. Je conduis une voiture beaucoup plus simple maintenant. »« Pourquoi ?» demanda Lucas, visiblement déçu. « Parce que j'ai réalisé que je n'en avais pas vraiment besoin. Parfois, les choses les plus simples sont les plus précieuses. » Sylvie invita Édouard à se joindre à leur petit goûter d'anniversaire. Ils partagèrent le gâteau fait maison et celui de Monsieur Laurent, échangeant des nouvelles, riant aux histoires de Lucas sur ses aventures à l'école. L'atmosphère était chaleureuse, authentique, si différente des réceptions mondaines qu'Édouard fréquentait autrefois. Plus tard, alors que les enfants s'étaient retirés dans leur chambre pour jouer avec les nouveaux cadeaux d'Amandine, Sylvie servit un café à Édouard. « Vous avez changé leur vie, dit-elle doucement, pas seulement avec l'argent et les opportunités, mais avec l'espoir. Vous leur avez donné l'espoir d'un avenir meilleur. »« Ils ont changé la mienne aussi, » répondit-il sincèrement. « Avant de rencontrer Amandine, j'étais perdu. Je vivais dans une bulle de privilèges, sans comprendre ce qui comptait vraiment. 5 années s'écoulèrent, marquées par des changements profonds, tant pour Édouard que pour la famille Thibault. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite sur des rails de train s'était transformé en une connexion indélébile, un lien qui avait redéfini leurs existences respectives. Par un lumineux après-midi de juin, Édouard se tenait debout dans la grande cour de la Sorbonne, parmi une foule de parents, d'amis et de professeurs venus assister à la cérémonie de fin d'année. Son cœur battait d'une fierté qu'il n'aurait jamais cru possible quelques années plus tôt. Une fierté qui n'était pas liée à des acquisitions financières ou à des succès commerciaux, mais à l'accomplissement d'une jeune femme extraordinaire. Amandine Thibault, 17 ans, montait sur l'estrade pour recevoir son prix d'excellence. Après avoir brillamment réussi au lycée Henri IV, elle avait été admise en classe préparatoire aux grandes écoles, section BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, première étape de son parcours pour devenir médecin. Édouard l'observait, émerveillé par sa transformation. L'enfant courageuse qu'il avait rencontrée sur ce passage à niveau s'était épanouie en une jeune femme confiante et déterminée. Ses yeux, toujours aussi profonds et perceptifs, brillaient maintenant d'un savoir accumulé et d'une ambition noble, guérir, aider, transformer des vies comme la sienne avait été transformée. À côté d'Édouard, Sylvie essuyait discrètement une larme de joie. Elle aussi avait changé. Grâce à une formation financée par la fondation d'Édouard, elle avait pu quitter ses emplois de femme de ménage pour devenir assistante administrative dans une clinique médicale, un travail stable, avec des horaires compatibles avec la vie de famille et un salaire décent. Lucas, maintenant âgé de 13 ans, filmait la cérémonie avec un petit caméscope, cadeau d'Édouard pour son dernier anniversaire.
Sa passion pour la technologie s'était approfondie au fil des ans. Il excellait en mathématiques et en physique et parlait déjà d'études d'ingénieur. Quant à la petite Élodie, qui n'avait plus rien de petit à 10 ans, elle applaudissait sa grande sœur avec enthousiasme. Ses problèmes de langage n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Elle montrait désormais un talent remarquable pour les langues étrangères, collectionnant les prix de poésie et de littérature à l'école primaire. Édouard ne pouvait s'empêcher de penser au chemin parcouru depuis ce jour fatidique. Sa propre vie avait connu un bouleversement radical. Mercier & Associés existait toujours, mais sous une forme profondément transformée. L'entreprise était devenue un modèle d'investissement éthique et responsable, privilégiant les projets à impact social positif et les pratiques durables. Philippe Deschamps avait quitté le navire, incapable de s'adapter à cette nouvelle philosophie. Mais Charlotte Lemoine était restée et dirigeait maintenant l'entreprise aux côtés d'Édouard. Plus surprenant encore, leur relation professionnelle s'était progressivement transformée en une complicité personnelle. Charlotte partageait désormais sa vie, apportant une chaleur et une perspective humaine qu'il n'aurait jamais cru possible dans son ancienne existence. Ensemble, ils avaient développé la fondation Aurore, nommée ainsi en hommage au nouveau départ qu'Édouard avait connu, qui étendait maintenant ses programmes à plusieurs banlieues défavorisées à travers la France. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous dans un petit restaurant du quartier latin. Sylvie, Lucas, Élodie, Édouard, Charlotte, et même M. Laurent, le boulanger, spécialement invité pour l'occasion. Amandine était la reine de la journée, rayonnante, dans sa robe simple mais élégante. « Un toast », proposa Édouard en levant son verre, « à Amandine, dont la brillante intelligence n'a d'égal que son immense cœur. »« À Amandine », reprirent-ils tous en chœur. La jeune femme rougit légèrement, mais son regard resta ferme et direct, comme toujours. « Merci à tous, mais ce succès n'est pas seulement le mien, c'est le nôtre. Chacun de vous y a contribué. » Son regard s'attarda sur Édouard. « Certaines personnes parlent de destin ou de hasard. Moi, je crois aux rencontres qui transforment des vies. Ce jour-là, sur les rails, 2 mondes se sont heurtés. 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qui avaient tant à s'apporter mutuellement. » Édouard sentit sa gorge se nouer d'émotion. Il n'avait jamais parlé ouvertement à Amandine de l'ampleur de sa contribution au changement de leur quartier, maintenant son anonymat par humilité. Mais Amandine avait toujours su, avec cette intuition extraordinaire qui la caractérisait. « Tu m'as sauvé bien plus que la vie ce jour-là, » dit-il doucement. « Tu m'as sauvé l'âme. » Le repas se poursuivit dans une atmosphère joyeuse. Lucas interrogeait Charlotte sur les dernières innovations technologiques que sa société finançait. Élodie charmait M. Laurent avec un poème en anglais qu'elle avait composé. Sylvie et Édouard échangeaient des regards complices, comme 2 parents fiers de leur famille, recomposés par les circonstances de la vie. Plus tard dans la soirée, alors que la conversation se poursuivait autour du dessert, Amandine prit Édouard à part. Ils s'éloignèrent légèrement, se tenant près de la fenêtre du restaurant qui donnait sur la Seine scintillante sous le soleil couchant. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-elle, passant naturellement au tutoiement qu'ils avaient adopté au fil des ans. « C'est important pour moi. »« Je t'écoute, » répondit Édouard, intrigué par son air solennel. « Tu sais que j'ai été accepté en médecine pour l'année prochaine. »« Bien sûr, et je sais que tu seras une médecin extraordinaire. »« J'ai un projet, » continua-t-elle. « Après mes études, je veux créer une clinique communautaire à Saint-Denis, un endroit où les gens du quartier pourront recevoir des soins de qualité, quelle que soit leur situation financière. » Édouard sourit, nullement surpris par cette ambition altruiste si caractéristique d'Amandine. « La Fondation Aurore pourrait certainement financer un tel projet, » commença-t-il, mais elle l'interrompit doucement. « Ce n'est pas ce que je demande. Je ne veux pas seulement ton soutien financier, je veux que ce soit notre projet commun. Ton expertise en gestion, tes contacts, combinés à ma connaissance médicale et ma compréhension des besoins du quartier. Un partenariat. » Édouard la regarda, touché par cette proposition inattendue. « Tu n'as pas besoin de moi, Amandine. Tu es brillante, déterminée. Tu pourrais accomplir cela seule. »« Personne n'accomplit rien seul, » répondit-elle avec cette sagesse qui l'avait toujours caractérisée, même enfant. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a quelques années, que j'avais sauvé ton âme ce jour-là sur les rails.
Et Édouard acquiesça silencieusement. La vérité, c'est que nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu as ouvert des portes pour moi que je n'aurais jamais pu franchir seul. Et j'ai peut-être, simplement, réveillé quelque chose qui était déjà en toi, qui attendait juste le bon moment pour émerger. Elle fit une pause, regardant vers leur table, où sa famille et leurs amis continuaient à discuter joyeusement. Regarde ce que nous avons créé ensemble, Édouard. Une famille qui n'est pas définie par le sang, mais par des valeurs partagées. Un réseau de soutien et d'amour qui transcende les classes sociales et les origines. C'est ça la vraie richesse. C'est ça que je veux continuer à construire avec cette clinique. Édouard sentit une émotion intense l'envahir. Cette jeune femme lui avait appris plus sur la vie et le bonheur que toutes ces années dans le monde impitoyable de la finance. « Ce serait un honneur de construire ce projet avec toi, Amandine, » dit-il finalement. Un véritable honneur. Ils rejoignirent les autres à table, porteurs de ce nouveau rêve partagé. La conversation s'était tournée vers l'avenir, les prochaines études d'Amandine, les projets de Lucas pour le lycée, le concours de poésie auquel Élodie comptait participer. Charlotte glissa sa main dans celle d'Édouard sous la table. « Tu as l'air heureux, murmura-t-elle. »« Je le suis, » répondit-il simplement. Profondément heureux. Et c'était vrai. Pour la première fois de sa vie, Édouard Mercier se sentait complet. Il avait trouvé un équilibre entre son talent pour les affaires et son désir nouvellement découvert de contribuer positivement au monde. Il avait créé des connexions authentiques avec des personnes qui l'appréciaient pour lui-même, pas pour son pouvoir ou sa fortune. En regardant cette tablée improbable, une femme de ménage devenue assistante médicale, un boulanger de quartier, 3 enfants prometteurs issus d'une banlieue défavorisée, sa compagne directrice financière et lui-même, ancien requin de la finance devenu philanthrope, il réalisa la beauté de l'imprévisibilité de la vie. Un train, une petite fille, quelques secondes qui avaient tout changé. Comme si elle lisait dans ses pensées, Amandine leva son verre une dernière fois. « Aux rencontres qui changent des vies », dit-elle simplement. « Aux rencontres qui changent des vies », répétèrent-ils tous. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, nimbant la ville d'une lueur dorée, Édouard Mercier comprit que la vraie richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les possessions matérielles. Elle résidait dans ces moments partagés, ces liens tissés, ces vies touchées et transformées. La petite Amandine, sur ce passage à niveau, ne lui avait pas seulement sauvé la vie ce jour-là. Elle lui avait montré comment vivre, comment voir au-delà des apparences, des statuts sociaux, des préjugés, comment reconnaître la valeur inestimable de chaque être humain, indépendamment de sa position ou de ses possessions. Et cette leçon, plus précieuse que toutes les fortunes du monde, continuerait à guider ses pas pour le reste de sa vie.